Bonjour, bonsoir à tout le monde et bienvenue à notre événement, le rôle des associations du gouvernement local en crise. Je suis Melissa Orondinovac, je suis analyste d'apprentissage des connaissances générationnelles UNDP et ceci est le dernier webinaire de notre série d'actions locales par rapport aux ODD 2025 comme initiative de l'UNDP qui veut montrer comment le gouvernement local et les gouvernements régionaux peuvent implémenter ou mettre en œuvre l'agenda de 2030 avec des solutions pratiques et locales. Je vais partager avec vous dans le chat de cette réunion le lien pour nos webinaires qui se trouvent aussi sur la chaîne en YouTube et sur notre page web. Quelques petits conseils méthodologiques. Nous avons interprétation à disposition dans cette réunion en anglais, français et d'espagnol. Pour accéder à l'interprétation, vous pouvez cliquer sur le petit monde, sur le petit icône du globe que vous trouvez en bas à droite et sélectionner votre langue. N'hésitez pas à utiliser la fonction du chat pour vous présenter, pour introduire vos histoires et aussi pour poser des questions aux personnes qui vont présenter dans la réunion d'aujourd'hui. Pour nous, c'est un vrai plaisir de présenter les panélistes d'aujourd'hui. Nous avons d'un côté Ladislas Ngendaimana. Il est un expert de gouvernance locale et aussi consultant de l'UNABIT en Somalie. Et nous avons aussi avec nous aujourd'hui Boran Ivanovski. Il est directeur du programme au sein du NALAS, qui est le réseau d'associations d'autorités locales de l'Europe du Sud-Est. Et notre modération d'aujourd'hui, Eric Rosande, directeur exécutif du Strong Cities Network du réseau des villes fortes. Merci beaucoup à tout le monde d'être ici et de participer dans cet événement. Eric, je vous passe la parole. Merci beaucoup, Mélissa, à vous et à vos collègues de l'UNDP pour nous inviter et inviter le Strong Cities Network à participer dans cette session. Pour ceux et celles d'entre vous qui ne sont pas familiers avec cette Strong Cities Network, je vais vous présenter tout court cette organisation. Nous célébrons cette année notre anniversaire numéro 10. Nous sommes un réseau global avec plus de 290 villes dans plus de 70 pays et nos membres sont de toute taille, ils sont grands, ils sont petits, ils sont urbains, ils sont ruraux et le réseau est concentré à aborder la polarisation sociale et dans la promotion d'une communauté sûre et plein de bien-être. L'objectif est de permettre aux municipalités d'entrer et d'utiliser tout leur potentiel quand nous parlons de menaces dans la construction et dans le maintien de la cohésion sociale face au manque croissant de civilité et à la division croissante de nos sociétés. Nous faisons cela par apprentissage avec des campagnes de sensibilisation en ligne et présentiellement et nous répondons aussi aux besoins de chaque municipalité. Nous promouvons des approches basées sur les données qui centrent la, euh, le travail spécifique des gouvernements locaux dans des différentes parties et dans les institutions locales aussi. Et bien sûr, nous sommes guidés par les besoins de nos membres en se concentrant surtout sur l'échange d'apprentissage et la transformation d'apprentissage en action locale. Et ça, c'est une des formes dans lesquelles nous travaillons sur la coopération avec les associations du gouvernement locaux partout dans le monde. Et nous voyons les associations de ce type comme des partenaires critiques dans tout le travail que nous faisons, par exemple la collaboration que nous partageons. Et nous allons en entendre vraiment beaucoup aujourd'hui avec nos speakers d'aujourd'hui. Nous avons travaillé
dans l'Afrique de l'Est avec les associations de gouvernements locaux, en se connectant, en reliant aussi plusieurs villes dans l'Afrique de l'Est dans des apprentissages globaux que nous avons partagés avec eux, qui se traduisent aussi avec les gouvernements locaux dans la région pour faire face aux défis actuels. Nous savons que la crédibilité, l'autorité, l'expérience fait de notre travail un travail important, accessible et relevant pour les gouvernements locaux dans la région. Il est important de comprendre les rôles du gouvernement local dans la région parce que cela change de région par région et donc c'est pour ça que la connectivité avec les associations de gouvernements locaux est tellement important parce que ça nous permet de comprendre les besoins des gouvernements locaux beaucoup mieux dans un réseau international. Et un autre bon exemple est l'association marocaine des conseils des municipalités. Il s'agit essentiellement d'une association de gouvernement local au Maroc. Il y a 2 ans, nous avons signé avec eux et cela a ouvert la porte pour un engagement plus profond avec les villes et ça nous a permis de localiser et de prévenir les initiatives partout dans les pays. Et cela a amené certains membres des associations comme la ville de Fès à travailler avec nous pour établir un nouveau conseil des jeunes dans cette ville. Et cela a été le résultat d'un procès avec beaucoup d'acteurs et des parties prenantes intéressées qui ont commencé à travailler avec les organisations de la société civile, les groupes des jeunes, les autorités de la municipalité et d'autres parties intéressées. Et l'association a joué un rôle de facilitation en reliant les villes et promouvant l'échange et les expériences par rapport à la participation des jeunes. Et cela nous permet de construire dans les prochaines semaines et dans les prochains mois encore plus de collaboration avec l'association marocaine. Nous avons 6 villes marocaines maintenant qui sont entrées dans le réseau et qui peuvent tirer bénéfice des apprentissages globaux. Et nous sommes vraiment enthousiasmés de demander à faciliter cette conversation qui est vraiment une conversation importante pour nous. Et ces associations, ils jouent un rôle fondamental qui beaucoup de temps n'est pas assez considéré par rapport aux conversations sur les problématiques les plus urgentes de la région. Et bien sûr, nous parlons beaucoup des gouvernements nationaux, surtout de la société civile, et nous avons une attention croissante aussi sur les rôles des gouvernements locaux par rapport à l'implémentation des objectifs de développement durable dans un cadre global. Nous le savons, il s'agit de conversations émergentes et qui existent déjà depuis un petit temps, et nous trouvons que les associations de gouvernements locaux jouent ces rôles critiques dans la paix, la sécurité, le développement. Et partiellement aussi, les associations se concentrent sur des services basiques comme des problématiques de budget, des problématiques techniques, mais en soi, ils font tellement plus que ça. Et donc, je passe déjà la parole à Ladislav. La parole est à vous. Nous commençons en parlant de gouvernance locale et des associations dans le cœur africain. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Eric. Est-ce que vous pouvez voir ma présentation? Pas encore, Ladislav. Voilà. Maintenant, je pense qu'elle s'affiche. Tout à fait. Nous pouvons la voir maintenant. Excellent. Merci beaucoup. Merci beaucoup à la modération aussi. Comme vous avez vu, j'ai travaillé, comme vous avez bien dit, j'ai travaillé avec l'Association rwandaise des autorités locales, le RALGA, qu'il s'agit d'une organisation non gouvernementale qui promeut les intérêts des gouvernements locaux au Rwanda à travers les plaidoyers, la représentation et le renforcement des capacités. Et je suis conseillante, ça fait 6 ans que je travaille comme secrétaire générale de cette association et les dernières années et demie, j'ai conseillé le gouvernement
du Somalie dans le UN Habitat comme consultant pour établir une association de gouvernement local en Somalie. Donc, la présentation va parler justement de ces deux cas, la Somalie et les Rwandais, surtout les Rwandais, parce que ça fait plus de 22 ans que cette organisation est active. Et donc, les contextes, comme je vous ai dit, cela a été créé en 2001, donc il y a 24 ans, après le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Donc, l'association de gouvernement local a été établie dans le contexte de la réconciliation et des réformes des gouvernements. Bien, maintenant, dans ces contextes, l'association du gouvernement local a dû considérer deux éléments différents. D'un côté, les contextes à considérer, mais aussi la façon de bouger de l'avant, de avancer. Et cela est important et elle est plus importante des deux éléments qu'on a mentionnés. Et par rapport à l'association du gouvernement local en Somalie, cela a été établi avec le soutien de UN Habitat et les contextes ici aussi, les contextes étaient un contexte de guerre, de conflit, de terrorisme. Ça a été dans les derniers 5 ans et donc le pays a été endommagé fortement et les problématiques de l'autorité nationale doivent être récupérées. Maintenant, par rapport au rôle de Ralga, je vais me concentrer sur trois aspects principaux. Un est le type de service que l'association offre à ses membres, des services qui sont principalement des services professionnels, de plaidoyer, des représentations. Et l'association a été positionnée dans la configuration institutionnelle du pays et a été en train de soutenir dans les derniers temps le gouvernement local à travers des moments de consultation, de formation, d'évaluation organisationnelle. Et la particularité du cas du Rwanda, c'est qu'ils ont embauché du personnel dans le gouvernement local qui a été centralisé. Et l'association mobilise des ressources de différentes formes comme stratégie pour travailler avec le gouvernement. Donc, pendant cette période, nous avons été en train de travailler avec les ministres du gouvernement local comme porte-parole, comme analyste politique, mais aussi comme au sein de l'association comme secrétaire général. Et je sais beaucoup par rapport à cette association, je peux en parler parce que nous avons vécu deux crises principales en Ouganda. Le premier a été le génocide, bien sûr, et le deuxième a été la pandémie du COVID-19 il y a 4 ans. La pandémie du COVID-19 et la crise du génocide ont vraiment eu une influence sur le gouvernement local qui se sont approchés des communautés pour la prestation des services, mais ils ont aussi dû construire la résilience afin de soutenir l'association à soutenir les membres de cette association du gouvernement local. Et donc, les communautés ont préparé des rapports, ont mené des recherches, ont organisé des dialogues politiques, ont réunion les officiels, les autorités du gouvernement local et les personnels ensemble avec le partenaire du développement dans la perspective du plaidoyer. Et beaucoup d'entre vous sûrement se rappellent de cela. Radhika a été une voix euh, de confiance dans l'action climatique. Je rappelle, en 2021, j'étais secrétaire générale et on représentait le gouvernement local et les autorités de la municipalité. Et nous avons identifié la déclaration finale et encore plus important, l'association du gouvernement local, nous avions besoin d'une ligne base et d'un objectif, mais aussi de mesurer l'impact de nos interventions. Et donc, l'association a commencé à se concentrer sur la mesure justement de l'impact des associations et des interventions. Nous avons développé des outils de plaidoyer. euh, Et considère aussi les instruments qui ont été développés. Avant tout, l'Association du gouvernement local au Rwanda a développé un outil
pour le suivi des objectifs du développement durable, les ODD, soutenus par les Commoners Local Government Forum, le forum du gouvernement local et l'Union européenne en 2023. En 2023, avec les soutiens de l'organisation Cités et gouvernements locaux unis, le RALGA a réalisé l'examen volontaire infranational du Rwanda. Et cela a été important parce que ça constitue un outil de plaidoyer puissant pour le renforcement des capacités et la mobilisation des ressources. Les résultats n'ont pas seulement été envoyés au forum politique de haut niveau de l'ONU, mais aussi avec le gouvernement de l'Ouganda, comme le Rwanda était en train de préparer le rapport pour les Nations Unies. Et je dis cela parce qu'il s'agit effectivement de deux instruments extrêmement importants et critiques pour le travail de plaidoyer que nous faisons. Une fois de plus, c'est un instrument de suivi des ODD qui a été développé par l'association. Et aussi, comme nous avons dit, l'examen volontaire infranational du Rwanda, l'autre instrument vraiment important. Par rapport aux conclusions relative au cas du Rwanda, il est important que l'association considère les capacités que nous avons développées et les changements appliqués qui créent une stratégie par rapport à ces deux aspects. Et l'objectif et les champs d'application est justement comme ce que nous avons déjà identifié, mais aussi avec les limites. Et par rapport à l'association du gouvernement local de Luanda, ils ont développé une représentation appropriée, adéquate par rapport à la stratégie de plaidoyer qui permet à l'association de travailler avec les gouvernements, avoir des partenaires de développement, mais surtout que ce soit un travail relevant pour les membres, une représentation, une stratégie de plaidoyer critique pour avancer. Et en deuxième lieu, l'association du gouvernement local avait besoin du soutien des membres par rapport à cette configuration institutionnelle du pays. Et donc, ça a été développé une stratégie d'implémentation pour prêter des services professionnels à nos membres et cela a contribué significativement à la prestation de services après les profits avec les autres associations qui ont montré leur collaboration et leur importance. Par rapport à la Somalie, il s'agit d'un cas spécifique. Ils n'ont pas un gouvernement crédible et centralisé qui aurait pu soutenir l'exercice de l'autorité nationale sur le territoire national. Donc, cela a été un défi par rapport aux gouvernements locaux pour pouvoir se positionner euh, dans un rôle critique pour les gouvernements. Ils avaient besoin de ces processus pour établir justement ces processus et s'engager à établir une association, une collaboration avec les gouvernements locaux en Somalie. Les processus a été soutenu principalement par le UN Habitat, mais aussi par l'UNDP et l'UNICEF au tout début. Et c'est là, maintenant, deux parties prenantes principales, le gouvernement et l'UN Habitat. Et cela a été défini dans la Constitution qui va être adoptée ce mois-ci. Le plan stratégique a été déjà validé dans ces processus de consultation. Et entre vendredi et samedi, ces deux instruments vont être validés pour pouvoir avancer vers l'événement de lancement du projet. Et cela a été défini dans certaines zones du pays. On va commencer à travailler sur la stabilisation et sur la réapplication de l'autorité locale par rapport au gouvernement local, bien sûr, qui ont une voix de confiance dans la prestation de services. Cela peut être clôturé peut-être cette présentation en disant que les associations de gouvernements locaux sont essentielles et jouent un rôle fondamental par rapport à la mise en place et à l'avancement des ODD.
Et maintenant, nous savons que l'Association du gouvernement local en Uganda a déjà commencé à travailler par rapport au climat, à la gouvernance, à la prestation de services, au développement économique à travers des travaux et des interventions opérationnelles, des plaidoyers et stratégiques. Merci beaucoup, Ladislas. Beaucoup de perspectives vraiment intéressantes dans la comparaison de l'expérience du Rwanda avec une expérience beaucoup plus débutante en Somalie, si on peut la définir de cette façon, par rapport à comment cela va se développer dans les prochaines années. Peut-être on va passer la parole à Boran, qui va aussi avoir des aspects de la présentation à souligner et à lier, à relier avec la présentation de Ladislas. Oui, merci beaucoup Eric et merci Ladislas pour la présentation. C'était vraiment intéressant d'apprendre plus par rapport aux associations du gouvernement local de l'autre côté du monde, parce qu'ici, bien sûr, nous nous concentrons sur l'Europe du Sud-Est. Et dans la présentation, Eric a mentionné que les associations du gouvernement local sont des partenaires critiques et que nous pouvons faire beaucoup dans le soutien des gouvernements locaux et dans la prestation de services par rapport à cet aspect. Donc, vous avez mentionné l'association du Rwanda qui font des travaux de plaidoyer et depuis ma perspective, cela est vraiment important par rapport à une réponse aux institutions des gouvernements centraux et comment considérer cette association en termes de capacité de plaidoyer. Donc, je me demande, ou je souligne les points d'intérêt par rapport à la représentation du gouvernement local avec des vrais partis intéressés et l'institution du gouvernement central. Merci beaucoup, Boran, pour ces points d'intérêt, pour ces commentaires. Effectivement, l'association du gouvernement local au Rwanda a été établie dans les processus de réforme de la gouvernance et de la politique de décentralisation qui avait été adoptée dans les années 2000 et les processus d'établissement de l'association du gouvernement local qui, comme on a dit, a commencé en 2001. Donc, dans ces cas-là, ça a été les résultats des réformes de gouvernance du gouvernement et c'était un moment de volonté politique à établir des associations de gouvernement local parce que le pays s'est trouvé dans une situation vraiment critique, la possibilité de recommencer après le génocide contre les Tutsis. Et donc, cela était important pour recommencer à la base. Et ça, c'est un élément qui a été important pour donner cette confiance à la voix depuis le début, le fait que l'association était née dans ces conditions et dans ces contextes et qu'aussi ça a été enregistré comme organisation non gouvernementale, mais les membres sont des institutions du gouvernement et donc partout dans les villes et municipalités du Rwanda, 30, il y en a, ben, ils ont commencé à travailler, ils ont mis en place des mécanismes comme forme d'action politique et des processus de prise de décision, dont bien sûr le contexte de ces processus et stratégies de représentation du plaidoyer. Donc, l'association a séparé les stratégies pour entrer dans les différents réseaux, représenter les gouvernements locaux par rapport à cette configuration du gouvernement. Et c'est pourquoi, par exemple, le travail des groupes au Rwanda était un travail sur la gouvernance, surtout par rapport à la gouvernance des médias et la décentralisation des groupes de travail de ce secteur, comment le secteur travaille. Donc, les partenaires du développement, la culture du réseau par rapport aux organisations de société civile. Et ça, c'est les valeurs parce que ça a été enregistré comme organisation non gouvernementale et cela fait des euh, fait du RALGA une voie de confiance parce que nous faisons le plaidoyer depuis ces configurations que j'ai mentionnées bien tantôt. Et les ministres du Rwanda, ils comprennent le rôle du gouvernement local grâce à cette politique de décentralisation. Donc, cela est reconnu. Et les ministres partenaires aussi en termes de plaidoyer, en termes de feedback, en termes de construction des capacités avec le gouvernement local, cela nous permet de réunir ensemble tous les gouvernements locaux au Rwanda par rapport aux aspects de carrière politique du gouvernement et aussi de la configuration institutionnelle dans ces pays et par rapport au forum de prise de décision. Nous savons que nous avons un accès direct par rapport au ROLGA
pour parler avec les gouvernements locaux. Et par rapport à la gouvernance, comme je dis tantôt, le plus important est les configurations politiques du pays. L'approche Rwanda, nous savions que par rapport au génocide contre les Tutsis, la constitution du Rwanda a consacré les principes de non-confrontation dans le plaidoyer de l'Association du gouvernement local au Rwanda. Le processus entier s'assure que la voix soit entendue à travers le processus adéquat qui a été construit. Donc, par exemple, si nous voulons parler à toute plateforme, des COP, des conférences des partis, nous avons une délégation, le gouvernement a une délégation et c'est très important de considérer la configuration politique du pays pour comprendre comment l'association du gouvernement local peut opérer. Et nous recevons beaucoup de soutien de la part du gouvernement et de l'association du gouvernement local au Rwanda. Bien sûr, d'autres pays se trouvent dans des situations, des phases différentes, mais dans le cas du Rwanda, il s'agit vraiment d'une voie de confiance parce que ça a été institutionnalisé. Merci beaucoup. Boron, est-ce que vous voulez peut-être présenter le travail que vous avez mené par rapport au à l'Europe du Sud-Est? Oui, juste un petit instant, je vais essayer de partager ma présentation et peut-être expliquer le travail des associations de gouvernement local chez nous. Est-ce que vous pouvez voir la présentation? Oui, nous pouvons la voir, tout à fait. J'aimerais commencer ma présentation avec quelques mots par rapport au NALAS pour vous expliquer exactement de quoi il s'agit. NALAS veut dire, pour son acronyme en anglais, Réseau d'associations d'autorités locales de l'Europe du Sud-Est. Donc, il s'agit effectivement d'une organisation régionale, un réseau d'associations du Sud-Est de l'Europe qui se réunissent. Nous sommes 14 associations, 12 économies, et nous avons 7 000 autorités locales représentées, élues par 80 millions de citoyens. Et donc, la région que nous couvrons commence en Slovénie, vers la Moldove, en arrivant jusqu'à la Turquie au sud. Et le mandat de notre réseau est soutenir la construction des capacités des associations membres et afin de devenir une représentation viable pour les gouvernements locaux contre les institutions du gouvernement central par rapport à des thématiques différentes. Nous travaillons avec l'intégration de l'Union européenne dans la région, les économies de la région, dans le processus de décentralisation. Donc, nous parlons aussi de la gestion des risques et l'association soutient dans la réaction aux catastrophes en situation de crise. Nous sommes un réseau, donc nous soutenons nos associations membres dans des différents domaines et dans des différentes thématiques surtout et tout d'abord, nous soutenons les efforts de plaidoyer, mais aussi la construction des capacités organisationnelles dans les cas de crise dans la région, dans des cas spécifiques de nos associations membres, dans les économies. Nous soutenons aussi la solidarité, l'explication de nos interventions par rapport aux associations membres bien sûr, relativement au travail de la perspective du plaidoyer. Et pour les soutenir, nous construisons les capacités pour le plaidoyer. Nous soutenons par rapport à des initiatives basées sur l'évidence et nous avons besoin des chiffres pour construire ces initiatives de plaidoyer à niveau national. Et ici, vous voyez un observatoire de décentralisation qui a été développé en 2019 composé par quatre index principaux et 99 indicateurs qui mesurent le progrès du processus de décentralisation dans la région. Donc, nous avons plusieurs indicateurs qui ont développé un index de résilience qui mesure
si les municipalités sont en train d'être résilientes ou pas dans la région. Et comme vous pouvez voir, la diapo est vraiment complexe, mais juste pour information, je l'ai insérée pour mesurer les indicateurs de 0 à 10. 10 est la position qu'on veut le plus, la situation des municipalités qui ont le plus de résilience. Et 5,05 est la moyenne des municipalités dans la région par rapport à la préparation et la résilience à répondre à des situations d'urgence ou des cas de crise. Et cela veut dire que nous avons encore beaucoup de travail à faire, surtout pour renforcer les capacités des municipalités qui sont déjà résilientes, mais pas assez. Donc, Donc ici, vous voyez le niveau de résilience des municipalités dans leurs économies respectives. Nous voyons une diversité au niveau des capacités. Notre objectif, ce n'est pas de donner une cible, mais vraiment d'évaluer l'apprentissage pour voir quelles sont les autorités les moins développées. Donc c'est sur quoi s'appuie notre plaidoyer, sur ces preuves. Nous fournissons également au niveau de notre région des recommandations stratégiques, par exemple sur la gestion des risques de catastrophe. Cette déclaration a été développée et publiée en 2015, tout de suite après les inondations de 2014 qui ont frappé l'Europe du Sud-Est, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, la Serbie, la Macédoine également. C'était une catastrophe à grande échelle et en tant que réseau, cela nous a permis de porter secours, d'apporter un soutien aux autorités face à cette catastrophe. Et non seulement pour la question des catastrophes, mais pour de nombreux autres sujets, nos recommandations stratégiques sont utilisées par les membres de notre association dans leur travail de plaidoyer lors des négociations avec les gouvernements centraux. Donc, c'est un document officiel de NALAS qui représente 14 membres et 7 000 municipalités. Au-delà de ce soutien stratégique aux localités, nous apportons également un soutien, une solidarité. Suite aux inondations de 2014 en Croatie, Bosnie et Serbie, nous avons inviter tous nos membres à apporter secours, apporter de l'aide aux membres frappés par ces inondations. Nous avons apporté 2 millions d'euros de soutien indirectement à donc non pas nous en tant qu'organisation, mais indirectement par le biais de nos membres à ces États. Il y a eu des grandes inondations en Bosnie en 2024 et encore une fois, nous avons activé notre réseau de solidarité en nous tournant vers nos différents membres pour soutenir la Bosnie-Herzégovine. Il y a récemment eu des tremblements de terre en Turquie et encore une fois, nous nous sommes appuyés sur les membres de notre association pour fournir un soutien. Un autre exemple, ce sont les tremblements de terre en Albanie en 2018. Ces séismes ont causé beaucoup de dégâts sur les infrastructures. Nous avons une association très solide, très robuste en Turquie qui a envoyé des experts, 2 experts en Albanie pour soutenir notre association dans la gestion post-crise de ce séisme.
Donc, ce sont là plusieurs exemples de solidarité régionale au sein des membres de l'association. En 2014, ces inondations ont été une source de motivation pour nous. Nous voulions fournir des outils, des programmes, des guides pour réagir à ces situations d'urgence. Nous avons donc créé un guide pour les associations de gouvernements locaux, une liste d'instructions pour ces gouvernements locaux. Que faut-il faire dans une telle situation d'urgence? Comment établir la communication avec les institutions du gouvernement central? Comment assurer la coopération avec la communauté des donateurs afin de pouvoir soutenir les municipalités affectées? Donc, c'est un outil extrêmement concret, extrêmement pratique qui est disponible pour tous les membres de notre association. Nous soutenons également nos membres dans le renforcement de leurs capacités, ceux qui sont liés à la gestion des catastrophes en particulier. Nous avons créé une académie en ligne. Nous avons plus de 20 programmes pour les municipalités de la région du Sud-Est. Nous publions chaque année un calendrier académique et proposons différents programmes auxquels peuvent participer les municipalités. Pour ce thème des catastrophes en particulier, nous avons une introduction à la gestion des risques de catastrophes. Nous avons également développé une cartographie sociale, un programme d'apprentissage de la cartographie sociale qui permet de cartographier quelles sont les populations vulnérables. Et cette méthodologie de cartographie sociale permet aux municipalités de euh, recueillir les informations nécessaires sur l'emplacement, les besoins de ces populations vulnérables. Donc, il s'agit d'évaluer la vulnérabilité de ces populations face à des risques extérieurs, par exemple les catastrophes naturelles. Et grâce à cette cartographie, la municipalité peut avoir des bases très solides sur la préparation aux catastrophes, notamment pour les groupes les plus vulnérables, qui sont les plus exposés et qui sont les premiers qu'on doit prendre en charge en situation de crise. Donc, il s'agit là encore une fois de programmes d'apprentissage en ligne. Et nous avons également un programme sur la gestion des risques de catastrophes inclusive. Donc, comment prendre en compte les personnes avec handicap, les personnes désavantagées? Ces outils, ces connaissances sont en ligne. Nous soutenons également les municipalités via notre association dans le développement de leurs capacités. Nous voulons développer les capacités de l'association, mais également les capacités des municipalités. Nous voulons les préparer à pouvoir développer elles-mêmes des outils, à pouvoir faire la démonstration elles-mêmes des bonnes pratiques, etc. Un bon exemple de cela, la municipalité de Zrenjanin en Serbie a développé son propre plan d'action multipartite pour préparer les enfants et les jeunes avec handicap euh, aux risques, donc aux urgences. Certaines des mesures de ce plan d'action ont déjà été mises en place, telles que par exemple la sensibilisation à la vulnérabilité de ces jeunes et enfants avec handicap. Autre exemple, le travail avec la municipalité de Kalesia en Bosnie-Herzégovine et de Léger en Albanie, nous les avons aidés à développer un plan d'action. Ils ont mené une cartographie sociale pour évaluer les besoins de leurs citoyens les plus vulnérables et ont déterminé des actions à mettre en place
pour pouvoir gérer les situations de crise. Des actions qui ciblent tout particulièrement les enfants et les adultes avec handicap ainsi que leurs familles. On demande à ces populations vers qui vous tournez-vous dans un contexte de crise. Les populations désavantagées diront le plus souvent, nous nous appuyons sur les capacités des membres de notre famille, sur les capacités de nos voisins proches, et ils ne mentionnent jamais la municipalité, la police, les pompiers, etc. Donc, ils ne connaissent pas ou ils savent qu'il n'existe pas de service développé pour eux. Donc, il est important pour les municipalités de mener cette cartographie sociale et de concevoir des programmes idoines pour ces populations. Et ces politiques développées au niveau local sont très importantes pour notre association. Ce sont des exemples de bonnes pratiques, ce sont des exemples de capacités développées par la municipalité que l'on peut répliquer dans d'autres municipalités et qui permettent de développer des recommandations partagées auprès de toutes les municipalités membres de notre association. Et cela nous permet également de concevoir des actions de plaidoyer. Nous organisons également différents webinaires, différentes formations en ligne et formations en personne également pour les associations membres. Par exemple, la page avec un fond jaune ici. Lors de la période de la pandémie, nous avons mis en place différentes formations, différents webinaires afin de renforcer les capacités de nos associations sur le sujet de la résilience, sur le sujet de la gestion des déchets, euh, sur le sujet de la gestion des risques. Et je terminerai là-dessus. C'était donc une liste des activités que nous menons avec les membres de notre association, de notre réseau. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Boran. Peut-être devrions-nous revenir vers Ladislas pour réfléchir à ce que Boran a partagé et voir si vous-même vous avez des questions avant d'étudier ensemble les questions de tous les participants. Merci beaucoup pour cette présentation de haute qualité. La région que vous couvrez est très importante, contient des pays très divers et vous avez illustré que les questions de catastrophes naturelles qui sont liées au changement climatique, c'est un sujet, c'est un thème commun. Vous avez évoqué des succès dans leur contexte. J'aimerais vous demander, ces succès, ces interventions que vous avez menées pour les membres, pourriez-vous nous parler de certains défis euh, auxquels le réseau a dû faire face? Et parce que de mon expérience, parfois les défis sont très généraux et parfois les défis sont liés aux spécificités d'une d'une association membre. Merci Ladislas pour cette question intéressante. Il y a beaucoup de défis, mais je voudrais parler d'un défi majeur. Lorsqu'on présente une nouvelle approche qui devrait être mise en application par nos associations membres, le grand défi, c'est que les associations aient la capacité d'accepter cette nouvelle approche, qu'elles puissent accepter de changer la façon dont elles opèrent. Ce sont des associations de gouvernements locaux qui sont membres de notre réseau et les capacités varient beaucoup.
Nous avons quatre ou cinq associations de gouvernements locaux qui ont un niveau de capacité très élevé. Mais la plupart des autres associations, ce sont des petits bureaux qui contiennent 5 à 6 personnes, qui ont beaucoup, beaucoup de pain sur la planche, qui ont beaucoup de tâches à accomplir. Notamment parce que nos mandats premiers, ce sont le plaidoyer et le renforcement des capacités. Et s'il y a quatre ou cinq personnes qui travaillent au sein du gouvernement local, on ne peut pas faire grand-chose. Et bien sûr, les gens résistent toujours un peu lorsqu'on veut changer les façons de travailler. Donc, comment inviter ces associations à soutenir leurs pairs qui ont des capacités moindres? C'est pour cela que lorsque je présentais l'observatoire des capacités, du niveau de capacité, j'ai dit qu'on ne voulait pas avoir un étalon à suivre, mais que je voulais mesurer l'apprentissage, le niveau de développement. Et nous proposons des services extrêmement spécifiques. Nous avons une évaluation par les pairs, par exemple. Les associations dans le besoin pour qui un soutien supplémentaire est nécessaire peuvent se tourner vers notre secrétariat en Macédoine et nous apportons une évaluation par les pairs, un soutien par les pairs. Nous invitons tous les membres à fournir à cette organisation dans le besoin leurs capacités, leurs connaissances, etc. Et la diversité des capacités au sein du réseau n'est pas la seule, me mène à un deuxième service que nous proposons. C'est un programme de shadowing, donc de suivi. L'association, dans le besoin, s'adresse à notre secrétariat pour avoir accès à ce programme. Et l'association visite une autre association plus développée dans la région sur une semaine et apprend comment travaillent leurs pairs, ou alors c'est l'association mieux établie qui envoie des membres vers l'association qui demande du soutien. Et nous assurons ainsi un soutien de pair à pair. Et l'objectif est d'établir une communication et de se soutenir mutuellement. Nous avons également un autre service, le service de réponse rapide, de réaction rapide. À la requête d'une association, par exemple, qui mène des activités de plaidoyer pour changer une loi qui porte sur la gestion des risques, par exemple. Donc, cette association est en difficulté et ne sait pas comment gérer tel ou tel objectif, contacte le secrétariat et sous 48 heures, le secrétariat recueille les informations nécessaires auprès des autres informations dans la région, les compile et envoie toutes les informations nécessaires à l'association requérante. Donc, ils peuvent s'appuyer sur les connaissances, sur les stratégies d'autres associations membres du réseau. C'est ainsi que nous pouvons surmonter les défis liés au manque de capacité dans la région. Merci beaucoup. Je vois que nous avons déjà beaucoup de questions des participants. Nous allons essayer de répondre à autant de questions que possible. Et si nous n'y réussissons pas, nous les intégrerons dans le résumé qui sera produit par le PNUD suite au webinaire. Et je demanderai aux présentateurs d'être aussi rapides que possible dans leurs réponses. Une première question pour Ladislas. Concernant les leçons, les enseignements tirés de la reconstruction post-1994, post-génocide.
Avez-vous tiré des enseignements de cette période de reconstruction après le génocide 1994 à partager avec d'autres associations de gouvernements locaux qui font face à des conflits similaires? Le génocide contre les Tutsis en 1994 a été perpétré par l'État et les représentants étaient les bourreaux ou les perpétrateurs. La population avait perdu toute confiance envers les autorités. Donc, l'un des grands enseignements, c'est qu'il faut comprendre que les autorités locales, parce qu'elles sont plus proches de la population, doivent comprendre, doivent embrasser les besoins de la communauté. Certains représentants des autorités peuvent être égocentriques, ne pensent qu'à leur ego, mais les autorités locales se doivent d'être sensibles, oui, aux besoins de la population. Deuxièmement, les associations de gouvernements locaux ont joué doivent être, ont apporté un rôle de plaidoyer, un rôle de représentation. Mais ils doivent avoir un esprit critique et toujours mêler les recherches, toujours obtenir les informations, les analyser avant de donner un retour au gouvernement central, afin d'assurer que les stratégies et les politiques répondent aux besoins de la population. Troisièmement, il faut comprendre qu'il y a des intérêts politiques, qu'il ne faut pas passer au-dessus de l'intérêt local. Il y a parfois des membres de gouvernements locaux qui s'efforcent d'obtenir un poste plus important. Et si c'est le cas, on ne peut pas être au service des communautés. Les autorités locales doivent comprendre qu'elles sont le reflet de la population locale, qu'elles sont l'intermédiaire entre l'État et la population. Donc, quel que soit le comportement qu'elles adoptent, elles doivent comprendre que cela aura un impact sur la population. Et il leur incombe que les voix de la communauté soient reprises, soient intégrées dans la conception des stratégies politiques. Les associations de gouvernements locaux qui sont en position d'influence doivent s'assurer qu'elles ont des informations fiables, doivent comprendre qu'elles ne sont pas là pour accumuler du pouvoir, mais pour s'assurer que les communautés et que le gouvernement local soient bien représentés. Merci pour votre clarté, merci pour votre concision. Et je vous donne la parole, Boran. Comment préparer les associations de gouvernements locaux à jouer leur rôle, euh, à déployer tout leur potentiel dans les crises face aux problèmes de financement, problèmes d'adhésion, notamment dans des municipalités plus rurales, plus isolées. Donc, ce sont deux questions entremêlées sur les questions de financement et sur la façon de s'assurer que les autorités locales répondent aux besoins de tous les membres et pas simplement ceux qui s'expriment le plus fort. Merci beaucoup. Tout d'abord, concernant le financement et les capacités financières de nos associations membres. Nous couvrons des autorités locales avec des niveaux de capacité très différents. Par exemple, l'association de Monténégro, qui et les municipalités doivent payer des frais d'adhésion qui suffisent pour couvrir les services de base de la municipalité. Puis, nous avons des associations qui n'ont pas ou très peu de financement. Et nous leur fournissons, nous assurons pour eux des formations spécifiques, par exemple, sur la façon d'accéder à des financements de l'Union européenne.
Nous nous appuyons donc sur les financements européens qui sont conçus pour notre région et donc nous formons ces associations sur la façon de développer des demandes de financement. Donc c'est l'un des outils que nous mettons en place pour surmonter la difficulté du manque de financement. Concernant l'égalité d'accès et l'égalité de provision de services à tous les membres, je pense que nous avons le même problème que dans de nombreuses régions du monde. Nos sociétés sont très polarisées, très politisées en ce moment. Les associations de municipalités représentent parfois des maires qui proviennent de partis très différents. Et un principe fondateur de notre association, de notre réseau, c'est que nous offrons les mêmes chances, les mêmes services à toutes les municipalités, quelle que soit leur obédience politique. Et dans le même temps, beaucoup de maires proviennent de contextes ethniques, de groupes minoritaires, notamment dans les Balkans, qui est une société extrêmement multiculturelle. Donc, nous devons également assurer que un maire ne soit pas désavantagé en raison, ou une municipalité ne soit pas désavantagée en raison de l'obédience politique ou ou de l'origine ethnique du maire. Et donc, nous essayons d'avoir une représentation équitable dans les organes de gouvernance de notre association, mais également dans les organes d'experts. Donc, nous voulons assurer que dans toutes les structures de l'association, nous représentons les différents membres de notre réseau. Donc, merci beaucoup. Je vais essayer de vous laisser répondre à une dernière question avant de finir cette réunion. Et je vais vous demander d'être bref, ou alors je vous forcerai à être bref. Ladislas, une question très pertinente pour beaucoup d'associations de gouvernements locaux dans le monde, la relation entre les ministres de gouvernements locaux et les associations de gouvernements locaux. Comment voyez-vous cette relation au Rwanda, en Somalie? Y a-t-il une superposition des juridictions parfois? Y a-t-il une rivalité? Que pensez-vous? Très rapidement, les associations de gouvernements locaux, par exemple en Somalie, doivent s'enregistrer auprès du gouvernement comme organisation non caritative, comme organisation à but non lucratif. C'est la même chose au Rwanda. L'association de gouvernements locaux doit s'enregistrer. Cela signifie que les associations de gouvernements locaux sont des acteurs non étatiques. Donc, ces associations peuvent mener un plaidoyer, mais ne peuvent pas prendre de décisions contraignantes au niveau gouvernemental. Donc, ces associations ne peuvent pas prendre de décisions pour le gouvernement, mais doivent développer des stratégies de plaidoyer. Au Rwanda, il y a une disposition de la Constitution portant sur la construction du consensus qui indique que lors de la prise de décision, il doit y avoir une période de confrontation des différentes opinions. Et cela est donc un avantage dans le sens où au Rwanda, il y a cette culture du consensus. En Somalie, ce n'est pas tout à fait la même chose. Le ministère parfois considère l'association de gouvernements locaux comme un rival potentiel.
Donc, les situations, les relations peuvent devenir conflictuelles, ce qui débouche sur davantage de vulnérabilité pour les associations de gouvernements locaux, qui doivent développer des stratégies de plaidoyer idoines ainsi que de représentation pour éviter la confrontation. Parce que, bien sûr, en cas de conflit, le ministre ou le ministère peut interdire ou dissoudre l'association. Donc, il est bien qu'au Rwanda, les associations soient protégées par l'État et cela, bien sûr, oriente notre action dans les autres pays. Et une dernière question, Boran, à laquelle sera sans doute difficile d'apporter une réponse rapide. Quel serait votre conseil? Que conseillerez-vous pour pouvoir travailler de manière donc en coopération au sein du secteur, dans un contexte de multiculturalisme, de travail avec différents groupes ethniques, etc. Nous appuyons sur une coopération décentralisée, qui est très important si l'on veut instaurer une bonne communication dans une région, somme toute très large. La coopération décentralisée, c'est-à-dire que nous partageons les mêmes valeurs, mais nous partageons également notre expérience. Et cela serait ma recommandation. Et cela, bien sûr, s'applique au niveau très local. Il faut s'efforcer autant que possible de partager les connaissances au sein des associations entre les membres des réseaux. Merci beaucoup à vous deux d'avoir partagé votre expérience. Cela a été un webinaire très riche pour moi et en conclusion, je pourrais dire que ce qu'il faut retenir de ces deux présentations, c'est que les associations de gouvernement locaux sont extrêmement importantes dans le monde actuel pour combler les fossés, pour euh, développer des solutions et ces organisations méritent notre soutien financier ou autrement. Et merci au PNUD d'avoir organisé ce webinaire pour évoquer ce sujet important. Merci beaucoup et je vous souhaite à tous une très bonne journée.